Bonjour à tous et bienvenue à la webconférence Apsis Cyborg sur la réforme de la facturation électronique. Nous allons passer une petite heure ensemble. Cette session sera animée par Angélique Pinel, chef de mission AMOA, et Emmanuel Mattei, responsable de marché chez Apsis Cyborg. Nous avons mis en place aujourd'hui un dispositif exceptionnel pour pouvoir répondre à vos questions. Nous avons 5 experts de la facturation électronique qui vous répondront via le chat pendant toute la durée du webinaire. Merci à Victor Marquez, Éric Couturier, Charles Bonnevie, Philippe Laviolette et Emmanuel Mattei de s'être rendus disponibles aujourd'hui. Nous allons faire tout notre possible pour répondre à un maximum de questions. Si toutefois vous ne recevez pas de réponse pendant ce webinaire, nos experts vous recontacteront rapidement. Alors pour commencer et pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, je vais vous présenter rapidement la société Apsis Cyborg, filiale du groupe Kerus. En quelques chiffres, Apsis Cyborg est une société de services et d'intégration de solutions de gestion depuis plus de 35 ans. En 2023, nous avions un chiffre d'affaires de 86 millions d'euros pour 560 collaborateurs. Aujourd'hui, nous sommes présents sur tout le territoire français avec 13 agences ainsi que 2 agences à l'international. Notre objectif principal, vous apporter la meilleure qualité de service et un accompagnement complet dans chacune des phases de vos projets. Nous vous proposons des services de conseil, d'intégration de solutions de gestion, d'assistance, d'hébergement cloud ou encore du développement spécifique via la factory. Apsis Cyborg conçoit et intègre des solutions de gestion innovantes, ERP, CRM, comptabilité, trésorerie, paye et ressources humaines, BI, cloud. Et notre offre fondatrice et partenaire historique s'articule autour des éditeurs Sage, Microsoft et Kyriba. Nous collaborons aussi avec 5 autres grands acteurs du marché, les éditeurs Lucas, Silae, Pennylane, Flowa, que vous connaissez peut-être sous son ancien nom, les éditions Compagnons, ainsi que MyReport. Merci à tous. Je laisse maintenant la parole à Emmanuel. Merci Léa, bonjour à tous. Merci de vous être rendu disponible pour ce webinaire autour de la réforme de la facture électronique. Alors, nous allons aborder les sujets suivants ce matin. Donc, un rapide tour d'horizon sur ce que prévoit la réforme, ses enjeux, un rappel du calendrier, quels sont les différents acteurs, le cycle de vie des factures. Donc, on va faire ce rapide tour d'horizon là-dessus. Ensuite, également des interrogations sur les travaux auxquels vous devez vous attendre dans le contexte de cette réforme. Quels seront les impacts sur votre système d'information, sur vos processus de TVA, et puis le fameux choix d'une ou de plusieurs PDP. On va revenir là-dessus. Et puis également, comment s'organiser. Donc on verra qu'un des maîtres mots, c'est l'anticipation et tout ce qui tourne autour de l'évolution du système d'information. Si je rentre maintenant sur un rappel justement de cette réforme, alors pardon pour ceux qui maîtrisent déjà toutes ces notions, mais on a souhaité refaire un rappel des éléments clés des différents sujets. Donc effectivement, cette réforme a plusieurs objectifs. L'objectif principal, c'est la lutte contre la fraude à la TVA et également le contrôle de la TVA en temps réel pour l'État. Mais c'est aussi la volonté de renforcer la compétitivité des entreprises et de simplifier les procédures déclaratives. Il y aura bien entendu des bénéfices pour les entreprises sur les différents processus de traitement des factures. C'est aussi des processus qui seront moins coûteux et fiabilisés. C'est la suppression de tâches chronophages pour libérer de la ressource pour d'autres tâches justement à plus forte valeur ajoutée. Ce sont aussi des relations fluidifiées avec les fournisseurs, moins de risques d'erreur, moins de litiges et une plus grande sécurisation des échanges. Et à terme, le pré-remplissage de la TVA qui sera effectué par les plateformes. Ce sont aussi des opportunités pour les entreprises en termes d'optimisation des processus internes et ou la digitalisation de ces processus. C'est aussi le bon moment et la nécessité de fiabiliser les bases de données, on va en reparler, et c'est aussi le bon moment pour potentiellement faire évoluer son système d'information. L'essentiel sur cette réforme de la facture électronique, donc on l'a dit, c'est une réforme fiscale, et sont concernées par cette réforme fiscale toutes les entreprises soumises à la TVA.
Donc on va voir qu'il y a un calendrier d'application en plusieurs étapes selon les typologies d'entreprises. On va parler de nouveaux formats de fichiers pour les factures, qu'on va dire factures électroniques. On va parler aussi de nouveaux circuits obligatoires pour la circulation des factures avec de nouveaux acteurs qui vont rentrer dans le dispositif. Et il y a deux sujets qu'on va redétailler un peu plus tard, le e-invoicing d'une part et le e-reporting. On va rentrer plus dans le détail dans quelques slides. Passons au calendrier. Donc, les grands jalons qu'il faut mettre en évidence. Donc là, mars 2025, on y est. Le portail public de facturation, le PPF et l'annuaire sont disponibles depuis la semaine dernière pour les tests pour quelques PDP. On va revenir là-dessus. Donc mars 2025, c'est une vraie échéance qui va déclencher potentiellement une accélération des dispositifs. Septembre 2026, c'est la réception pour toutes les entreprises qui sont concernées. Toutes les entreprises vont devoir être en capacité de réceptionner les factures sur ces nouveaux formats. Parce que les grandes entreprises, elles, doivent être prêtes pour émettre sur ces nouveaux formats. Donc, dans ce contexte, il faut que tout le monde soit capable de réceptionner à cette échéance-là. Et puis, septembre 2027, c'est l'émission pour l'intégralité des entreprises. Alors, il est envisagé dans la loi qu'il y ait éventuellement un report possible de 3 mois, mais c'est vraiment le maximum qui a été déterminé. Si on rentre maintenant un peu plus dans le détail de ce calendrier, ou en tout cas le détail du calendrier tel qu'on le connaît maintenant, là en mars 2025, donc on a eu un certain nombre d'étapes et de phases qui se sont enchaînées depuis 2024 avec la publication des spécifications, la mise, comment dire, l'immatriculation des premières PDP, on va revenir sur le sujet, et puis là, on y est sur ce premier trimestre 2025, donc l'ouverture du fameux portail de public de facturation et la mise à disposition de l'annuaire. Donc, le calendrier s'accélère sur 2025 puisque on a des acteurs qui rentrent maintenant de façon très concrète dans les tests en réel avec ce fameux portail public de facturation, cet annuaire et les différents échanges qu'il va falloir mettre en place. Donc en fait, sur cette année 2025 et jusqu'à septembre 2026, on va être dans une phase d'appropriation progressive des échanges, puisqu'en fait l'État nous dit bien que les échéances de septembre 2026 et septembre 2027 sont des dates au plus tard. Donc les entreprises sont encouragées à anticiper et devancer l'appel pour pouvoir progressivement mettre en place en fait les dispositions, prendre leurs dispositions pour mettre en place ces nouvelles façons de communiquer. Ce qui est important de noter également, c'est que les échéances concernent à la fois le e-invoicing et le e-reporting. Les deux calendriers sont vraiment alignés, donc il faut bien prendre en considération ces deux sujets. Donc septembre 2026 et septembre 2027 comme grande échéance. Alors, si on fait un petit focus sur certaines définitions, le sujet de cette réforme de la facture électronique comporte en fait deux volets, le e-invoicing d'une part et le e-reporting d'autre part. Le e-invoicing, c'est ce qu'on appelle communément la facturation électronique. Donc en fait, c'est le fait d'émettre et de recevoir des factures sur de nouveaux formats, on va y revenir, et ça concerne les transactions d'entreprise à entreprise ou dans B2B, B2J, et B2J c'est Business to Government, en France. Donc on parle de B2B domestique ou de B2J.
Donc ça, c'est pour la partie e-invoicing. Ensuite, on a un autre aspect qui, lui, s'appelle le e-reporting. Et là, c'est la transmission électronique des données de transaction pour ce qui concerne le périmètre B2C, donc pour les particuliers, et le B2B international. Donc, et également, pardon, les données qui sont relatives à l'encaissement de prestations de services. Donc, il y a vraiment ces deux volets qu'il faut prendre en considération sur cette réforme de la facture électronique. Dans la slide d'après, on a le détail de ce qu'on considère être, enfin ce qu'on appelle le e-invoicing. Donc ce e-invoicing, ce sont les factures entre assujetties à la TVA et on précise bien qu'elles devront désormais être électroniques avec des données structurées. Ça veut dire qu'il va y avoir des formats de fichiers particuliers. Donc on a identifié 3 formats de fichiers. On appelle UBL, FactureX ou C2I. Donc ce sont exclusivement ces 3 formats de fichiers qui vont devoir être utilisés dans le périmètre du e-invoicing. Ce qui est important de bien comprendre, c'est que ces factures, elles vont devoir être vérifiées formellement, c'est-à-dire que leur forme va être vérifiée et ensuite seulement elles pourront être transmises à la DGFiP. S'il y a une erreur dans la forme, les factures ne pourront pas être transmises et a fortiori pas à leur destinataire. L'échange de ces factures se fera obligatoirement au travers d'un réseau de plateformes, les PDP, on revient sur la définition dans un instant, et ensuite les statuts de ces factures, c'est aussi une nouvelle notion, vont être partagés tout au long du cycle de vie des factures. Donc ça, c'est pour le sujet du e-invoicing, premier volet de la réforme. Le deuxième volet, qui est donc le e-reporting, ça concerne tous les assujettis à la TVA, y compris les entreprises qui sont franchisées en base. Et ce e-reporting, ça concerne donc les ventes B2C, les ventes B2B internationales, avec un détail par facture, un peu dans le même esprit que de ce qu'on va envoyer dans le e-invoicing. Ce qui concerne également les acquisitions B2B internationales, avec un détail par facture, et les encaissements des ventes et les factures de services, y compris pour les factures et invoicing qu'on a déjà dématérialisées. Ce qui est aussi impactant pour les entreprises au niveau de l'organisation, c'est qu'en fait, la périodicité de l'émission de ce e-reporting change et qu'en plus, cette périodicité dépend du régime de TVA. Donc, une entreprise qui est au régime normal va devoir émettre tous les 10 jours et sous 10 jours les informations du e-reporting. Pour le régime simplifié, ça sera tous les mois, fin de mois suivant, et en franchise de base, tous les 2 mois en fin de mois suivant. Donc ça, c'est la PDP qui va se charger de ces transmissions, mais ça veut dire quand même que c'est impactant en termes d'organisation par rapport à la façon dont vous avez de travailler aujourd'hui. Donc ça, c'est pour la partie définition. Donc du coup, en synthèse, une facture électronique, c'est pas du tout une facture papier, ce n'est pas un PDF ou une image seule, et ce n'est pas non plus un document qui va être généré par un logiciel et ensuite envoyé par mail. Ça, c'est pas de la facturation électronique. Une facture électronique, c'est une facture qui est créée dans un format électronique, donc selon un des 3 formats qu'on a bien identifiés ici, facture X, UBL ou C2I, et qui contient des données structurées. Structurées, ça veut dire que ce sont des données dont certaines sont nouvelles par rapport aux données qui sont obligatoires aujourd'hui dans une facture. On a, dans la slide d'après, identifié un certain nombre de ces données obligatoires. Alors, on n'a pas forcément ici la liste exhaustive, mais par exemple, sur une facture, il va falloir bien entendu indiquer un numéro de sirène du vendeur, des montants hors taxes, TVA, TTC, des numéros de TVA, des codes pays. Donc ça, ce sont des choses qui sont assez traditionnelles et qui existent déjà aujourd'hui, qui peuvent ne pas exister sur toutes les factures, mais en tout cas, ce sont des mentions qui sont obligatoires. Et on rajoute, par exemple, des informations comme la nature de l'opération. Donc, des éléments complémentaires par rapport à ce qui existe aujourd'hui. C'est une des raisons pour lesquelles, par exemple, dans certains outils, on va vous proposer des montées de version pour pouvoir rajouter des informations par rapport à ces éléments qui sont désormais obligatoires et qui n'existaient pas auparavant. Donc, des mentions obligatoires,
d'abord, sur le premier step, on aura ce qu'on appelle les données d'en-tête et de pied de page, et puis au fur et à mesure, on aura besoin d'envoyer le détail des lignes. Donc ça, ce sont les données qui sont obligatoires. On va revenir sur la définition des différents acteurs, parce que ça fait un moment que je vous parle de PPF, de PDP. Donc en fait, ces nouveaux acteurs, on a le portail public de facturation. Le portail public de facturation, c'est un concentrateur. C'est en fait un service d'annuaire proposé par l'État qui va permettre d'identifier l'ensemble des entreprises qui sont concernées par cette réforme de la facture électronique. Et ce portail public de facturation, c'est le seul qui est habilité à transmettre les informations à l'administration fiscale. Donc ça, c'est le portail public de facturation. Ensuite, on a les plateformes de dématérialisation partenaires. Les plateformes de dématérialisation partenaires, qu'on appelle PDP, ce sont des tiers de confiance. Le cahier des charges de ces PDP est assez strict et réglementé, et on a aujourd'hui plus de 80 acteurs qui ont été immatriculés sous réserve et qui sont donc PDP. Leur boulot, leur rôle, c'est d'émettre, de transmettre, de réceptionner les factures du fournisseur pour les envoyer après au client, également de réaliser l'archivage et d'extraire les données et de transmettre certaines de ces données au PPF qui lui-même transmettra à l'administration fiscale. Et ensuite, on a d'autres acteurs qui s'appellent les opérateurs de dématérialisation, et un opérateur de démat est un intermédiaire entre les entreprises et les PDP. Si je reviens sur la partie PDP, donc on a dit qu'il y avait plus de 80 PDP qui étaient immatriculés aujourd'hui. On parle d'immatriculation sous réserve parce qu'en fait, c'est sous réserve de validation des tests avec le portail public de facturation qui vient d'être ouvert. Et parmi les PDP, on peut citer par exemple Sage, on peut citer Penny Lane, on peut citer Esker, mais vous avez plus de 80 acteurs qui sont déjà identifiés aujourd'hui. Ce qui est important aussi de comprendre, c'est que chacune de ces PDP va pouvoir vous proposer des services complémentaires, additionnels, avec des tarifications bien particulières qui vont dépendre de l'offre de service qu'elles veulent vous proposer. Et donc on verra que c'est à vous de venir identifier les services dont vous avez besoin pour pouvoir choisir la PDP qui correspond aux besoins qui sont les vôtres. Donc ça, c'était pour les acteurs. Ensuite, on a d'autres notions qui rentrent en considération. Ce sont les notions qu'on appelle le cycle de vie de la facture. On a le cycle de vie, et à l'intérieur du cycle de vie, on a des statuts. Il a été identifié des statuts obligatoires, donc il y en a 4 statuts obligatoires. Ces statuts obligatoires, ce sont les statuts suivants: déposer, rejeter, refuser et encaisser. Donc ça, ces statuts-là, ils seront transmis par les PDP au PPF. Et ensuite, on a des statuts recommandés. Et là, on a certaines PDP qui choisiront de gérer ou pas ces statuts, ce qui permettra en fait de visualiser et de suivre la situation de la facture dans la transmission et potentiellement jusqu'au paiement de cette facture. Donc ça, c'est l'autre notion, le cycle de vie avec les statuts. Et enfin, on a un dernier schéma qui est la présentation du circuit de transmission des factures. Il est important en fait de se projeter dans un mode de fonctionnement complètement différent de celui qu'on connaît aujourd'hui. Aujourd'hui, une entreprise, elle produit une facture et elle l'envoie à son client par mail, par courrier. Demain, ce circuit-là n'existera plus, en tout cas dans le périmètre de la réforme de la facture électronique. Les factures, elles devront impérativement transiter par des PDP. C'est-à-dire que toutes les entreprises qui sont concernées par la réforme de la facture électronique doivent obligatoirement choisir au moins une PDP
pour pouvoir réceptionner leurs factures. Alors réceptionner et émettre avec la même PDP, ou alors une PDP en réception, une PDP en émission. Il y a plusieurs possibilités, mais à minima, il faudra une PDP pour pouvoir réceptionner les factures. En tout cas, à minima, une PDP. Et donc, c'est la PDP qui va interroger le portail public de facturation et l'annuaire pour savoir à quel PDP elle va transmettre la facture pour que le client final puisse bien récupérer cette fameuse facture. Alors, sur ce schéma, on a mentionné une information importante qui a été remontée au mois d'octobre 2024. On a barré dans le PPF la notion de plateforme de dépôt. On insiste là-dessus. Il avait été évoqué la possibilité que l'État, donc au travers du PPF, constitue une plateforme gratuite qui pourrait être utilisée par les entreprises qui n'auraient pas souhaité travailler avec des PDP privés. Ça, ce n'est plus possible, donc ça veut dire, on insiste là-dessus, qu'il faudra obligatoirement passer à minima par une PDP. Je passe la parole à Angélique pour justement faire un focus sur les différents travaux, les actions que vous devez mener dans ce contexte de choix de PDP et de mise en conformité pour la RFE. Merci beaucoup Emmanuel. Bonjour à tous. Alors, nous allons parler maintenant des différents travaux, donc toutes les actions qui doivent être menées afin d'anticiper au mieux le passage à la réforme de la facturation électronique. Donc la première question, la toute première question à se poser, c'est est-ce que j'ai une vision précise de l'ensemble de mon système d'information? Si c'est le cas, finalement, c'est une bonne chose. Si c'est pas le cas, il est essentiel de réaliser une cartographie applicative. Donc une cartographie qui reprend l'ensemble de vos applications pour être en mesure notamment d'identifier les applications principalement impactées par cette réforme. Donc on vous présente ici par exemple une cartographie d'un système d'information que nous avons réalisé pour un de nos clients au sein de l'équipe conseil et MOA d'AppSci-Cyborg. Donc ici, nous avons répertorié toutes les applications, donc l'ensemble du système d'information de ce dit client, avec notamment, donc vous pourrez constater, donc la gestion de la production, les logiciels de paie, tous les outils métiers, donc achats et ventes qui peuvent être impactés, la gestion des collaborateurs également pour tout ce qui est notes de frais, avec les flux également qui sont identifiés ici. Nous reviendrons plus juste après. Ensuite, une fois la cartographie applicative réalisée, il est important d'identifier les différentes interfaces. Donc, est-ce que j'ai une vision précise des échanges de données entre mes applications et de mes interfaces et processus? Donc, les processus, c'est tous les processus métiers qui collaborent avec les outils. Ah, excusez-moi, hop, mauvaise manip. Donc, ici, j'intègre dans ma cartographie applicative les échanges de flux et des interfaces, ce qu'on voyait sur la cartographie précédente. Et nous vous présentons ici donc un exemple de listing des différentes interfaces et des workflows, notamment des workflows d'approbation qui peuvent impacter du coup tous vos processus. Donc par exemple sur les workflows d'achat, donc si vous êtes doté d'un outil P2P déjà, donc un opérateur de dématérialisation sur le processus achat, donc toutes les interfaces sont listées ici avec le type de fichier, les fréquences et est-ce que ces interfaces sont automatiques ou bien manuelles. La troisième question à se poser, c'est est-ce que j'ai une vision précise de la gouvernance de mes données? Donc, quels outils pilotent ma gouvernance? Quelles sont mes bases maîtres? Ces informations sont importantes puisque demain, comme l'expliquait Emmanuel, un certain nombre de données vont être obligatoires, notamment en ce qui concerne les données de vos clients, par exemple. Donc ici, nous avons illustré dans la même cartographie du système d'information que nous avons vu précédemment, la base client maître. Donc, quelle est ma base client maître? Ici, c'était l'ERP qui pilotait donc toutes ces données. Donc, il est important que toutes les informations, l'exhaustivité des informations concernant les clients ici, soit pilotée dans cet outil et
toutes les informations doivent être transmises aux différents outils qui vont également porter ces données. La question suivante est: mon système est-il en mesure de produire les données demandées par l'administration fiscale? Donc, si la réponse est non, nous avons identifié 3 solutions potentielles. Donc, soit je choisis une PDP qui complétera ou corrigera les données manquantes incorrectes, notamment par la possibilité pour les PDP de se connecter à l'annuaire du PPF, qui est le concentrateur de données, qui lui sera alimenté par les données de l'INSEE directement. Et donc l'INSEE, elle, récupère toutes les données des entreprises au travers des déclarations d'établissement de chaque entreprise. Ou alors, je réalise une montée de version de ma solution. Par exemple, si vous êtes équipé d'un logiciel de gestion comptabilité qui ne bénéficie pas encore de la version la plus à jour, il peut être opportun de réaliser cette montée de version afin d'avoir tous les champs correspondant aux données qui pourraient être manquantes aujourd'hui dans votre système d'information. Ou alors changer de solution complètement, la dernière solution identifiée. Question suivante: mes données sont-elles fiables et de qualité? Donc, si mes données ne sont pas fiables et j'estime qu'elles ne présentent pas suffisamment de qualité, c'est que peut-être je dois nettoyer mes bases de données, donc par exemple mes données clients, fournisseurs, mes articles aussi, puisque les articles peuvent aussi porter les notions de taux de TVA, ou alors mon plan comptable pour l'impact que cela peut avoir en déclaration de TVA. Donc il conviendra ici de cadrer vos données pour identifier les bases à nettoyer et les données utiles versus celles qui ne sont plus utilisées, m'assurer que j'ai tous les champs nécessaires pour l'alimentation des données obligatoires dans le cadre de la facturation électronique et du e-reporting également, afin de m'assurer que mes données sont propres. Si je n'en suis pas sûre, il faut que j'ai la possibilité d'extraire ces données, par exemple pour un nettoyage manuel, si j'ai pas la possibilité de le faire autrement, et également mettre en place une procédure de nettoyage afin d'identifier et de pouvoir supprimer les doublons, par exemple, de compléter les informations manquantes de type sirène, SIRET, numéro de TVA intracom, et de corriger les informations erronées. Mon éditeur fait-il partie des PDP déjà immatriculés? Donc, comme Emmanuel l'expliquait précédemment, un certain nombre de PDP sont déjà immatriculés provisoirement. Nous insistons bien sur le provisoirement. Donc, si mon éditeur est actuellement immatriculé provisoirement PDP, donc a priori, je suis plutôt sur la bonne voie. Si ce n'est pas le cas, donc vous avez 2 solutions: soit chercher une solution alternative, donc une PDP, ou alors changer de système d'information, de solution ou d'éditeur. La question suivante est: est-ce que j'ai une vision précise de mon processus de gestion de la TVA? Donc ici, il est important de formaliser vos processus de TVA et notamment de collecte et de déclaration. Sur la slide suivante, ici, nous avons fait une modélisation simplifiée d'un processus de déclaration de TVA, donc en partant de la comptabilité générale. Donc ici, le processus de contrôle et de saisie de la TVA ne pourra plus être fait manuellement sur la DGFiP. Cela ne sera plus possible demain. Demain, certains ajustements manuels seront toujours réalisables néanmoins pour pouvoir gérer les exceptions. Par exemple, une des principales exceptions seront les notes de frais, puisque les justificatifs seront transmis par les salariés via des outils dédiés au processus de gestion des notes de frais, par exemple. Donc, en parallèle de vos propres contrôles de TVA qui seront faits en interne au sein de votre organisation, les PDP auront envoyé toutes vos données de facturation au travers donc du invoicing et du e-reporting, et ces données seront déjà transmises au PPF. C'est pour cela que l'administration fiscale sera en mesure de réaliser un pré-remplissage automatique de la déclaration de TVA, un peu comme c'est le cas aujourd'hui pour nos déclarations de revenus, et laissera la possibilité de réaliser ces ajustements manuels si nécessaire, comme je vous l'expliquais juste avant. Et ensuite, le processus continuera avec le prélèvement en banque par la DGFiP
et ce qui vous permettra d'auto-liquider, normalement de façon automatique, la déclaration de TVA dans vos livres, dans vos grands livres. Quels sont les délais de mise en œuvre de ces travaux? Ici, nous avons illustré un exemple de rétro-planning que nous avons réalisé au cours d'une mission dans le cadre de la conformité à la facturation électronique. Donc cet exemple de macro-planning d'action où certains travaux avaient été identifiés. Donc nous avons établi une liste de recommandations à mettre en œuvre pour cette société en particulier. Donc cette société est en cours de migration, donc de la mise à jour de son logiciel de gestion comptable au moment de notre intervention. Donc ils avaient aussi un certain nombre de travaux de mise en conformité à réaliser. Donc notamment, comme je vous l'expliquais précédemment, nettoyer les bases de données, vérifier la présence des données obligatoires sur les tiers et les factures et les compléter le cas échéant. Également la mise en place de contrôles bloquants, la rédaction et la diffusion de différentes procédures, notamment pour eux c'était concernant les procédures de collecte et de déclaration de la TVA, et vérifier que les données obligatoires étaient bien présentes sur les notes de frais. L'harmonisation d'interface était également un travail à réaliser, puisque c'était un groupe. Donc cette harmonisation était nécessaire avec l'intégration d'automatisation. Et enfin, la réalisation d'un cadrage donc, pour les travaux de mise en conformité au niveau du groupe. Il y avait plusieurs assujettis au sein de ce groupe. Donc, pour réaliser tous ces travaux, cela requiert de s'organiser et pour cela, je laisse Emmanuel prendre la suite. Je vous remercie. Merci beaucoup, Angélique. Donc, effectivement, on a essayé d'illustrer un certain nombre d'éléments à prendre en considération et on espère vous avoir partagé le fait qu'il est important d'anticiper et de se préparer. Donc, en fait, anticiper, ça va être sur plusieurs aspects. Donc, on considère qu'on est sur un réel projet, donc il faut organiser votre projet. Il faut désigner en interne un référent facture électronique, constituer un groupe projet qui va travailler sur ces différents sujets. Il faut informer et former les différents acteurs qui vont être partie prenante en fait à la fois du projet et puis demain sur les nouvelles façons de procéder. Il faut également échanger avec vos partenaires, experts comptables, conseils, fournisseurs SI pour voir comment tout cela va pouvoir s'organiser, mettre en place la conduite du changement dans votre entreprise et puis donc, comme l'a illustré Angélique juste avant, établir un rétro-planning prévisionnel cible pour éviter les goulots d'étranglement, aussi bien chez vous que auprès de tous vos partenaires et prestataires. On vous recommande fortement de cartographier vos processus, c'est-à-dire qu'il faut inventorier les solutions qui sont impactées dans les différents domaines, que ce soit les domaines comptables, les domaines de gestion, les domaines métiers, mais également toutes les autres petites choses que vous utilisez aujourd'hui et auxquelles on ne pense pas toujours, des interfaces, des développements spécifiques, des caisses, des sites marchands, donc tous ces éléments-là qui rentrent en fait dans votre système marchand. On évoque aussi des cas d'usage, des cas métiers qui sont en train d'être travaillés par un groupe qui a été constitué avec l'AFNOR et qui nous donnera des précisions complémentaires d'ici le mois de mai sur certaines pratiques qu'il faudra absolument mettre en place sur ces différents cas d'usage. On vient d'en parler, il faut aussi travailler sur votre processus de TVA. Il faut travailler et anticiper les impacts sur votre organisation et travailler sur le choix de la future PDP, puisque donc les PDP, il y en a un grand nombre, on a dit qu'il y en avait plus de 81 aujourd'hui, et en fait, il va falloir que vous identifiez quels sont les services ou les fonctionnalités qui sont mises à disposition par ces PDP qui sont indispensables pour votre entreprise. Par exemple, vous avez une solution métier qui ne va pas évoluer et qui ne sera pas en capacité de produire des factures conformes. Peut-être que votre choix va s'orienter vers une PDP qui sera en capacité de transformer ces éléments et de vous proposer de les enrichir. Donc c'est pour ça que c'est important de vraiment faire une cartographie
des processus qui est le vôtre. Ensuite, il faut travailler sur l'enrichissement de vos systèmes d'information. Dans certains cas, c'est procéder à la mise à jour de certaines solutions ou actualiser les interfaces. On en a parlé, la TVA. Le nettoyage des données. Pensez-y, c'est important. Les doublons de données. Est-ce que toutes mes fiches tiers sont vraiment à jour? Mes SIRET, mon numéro de TVA. Qui crée les fiches tiers dans l'entreprise? Est-ce que tous les acteurs qui sont sur ces sujets-là sont bien conscients de l'importance de ces éléments? Vous comprenez bien que si les fiches ne sont pas complètes et correctes, ça veut dire que la facture que vous allez émettre, elle arrivera jamais à votre destinataire. Et du coup, vous serez bien en peine pour récupérer les paiements derrière. Et puis, ça peut être l'occasion d'initier une démarche de digitalisation et vous pouvez envisager dès à présent de vous équiper d'une solution de dématérialisation, de traitement de la chaîne achat, facture entrante, pour justement commencer par digitaliser et fluidifier ce flux, puisque souvent ces solutions, elles vont vous permettre, bien entendu, de répondre à la problématique de la facture électronique, mais elles vont vous permettre aussi de dématérialiser le traitement des factures fournisseurs que vous allez continuer à recevoir au format PDF par exemple ou même papier si vous avez des activités à la fois domestiques et internationales. Donc il faut en fait continuer à travailler dans un certain contexte avec les anciennes méthodes tout en s'équipant d'outils qui peuvent répondre à l'ensemble des problématiques. Donc ça, c'est anticiper, s'organiser. Et donc, on a imaginez qu'on avait un référent RFE dans l'entreprise et ce référent RFE, on en parle sur la slide juste après, parce qu'il faut que ce référent RFE, il soit au centre en fait de votre organisation. Donc c'est à la fois un chef de projet, c'est aussi un référent réglementaire. Il doit avoir des sujets où travailler avec le système d'information pour pouvoir maîtriser en fait les impacts et les conséquences que tout va avoir sur justement votre système d'information. Donc ça, c'est le référent facture électronique dans votre entreprise et ce référent facture électronique dans votre entreprise, il va devoir travailler avec les autres acteurs de l'entreprise qu'on a matérialisé pareil sur la slide juste après pour identifier la partie le métier des achats, donc la direction des achats. Ce métier-là va travailler sur la fourniture des données obligatoires, sur les factures fournisseurs, la qualité des données transmises, les processus métiers. La DSI, ça va être le garant de la fluidité des échanges dans le système d'information, la mise en place de processus de validation qu'on appelle aussi des workflows, forcément une connaissance de l'architecture du système d'information. La direction financière, elle a forcément son rôle à jouer dans cette équipe-là concernant la centralisation des données. La direction des ventes pour tout ce qui va tourner autour de la facturation des ventes, la qualité des données transmises, la connaissance des processus métiers. Donc tous ces acteurs vont être amenés à travailler ensemble pour faire de cet enjeu un succès. Et donc, je vais repasser la parole à Angélique qui va vous présenter en fait l'accompagnement du service conseil et AMO d'Apsis Cyborg dans ce contexte de mise en conformité. Merci Emmanuel. Donc oui, nous profitons de ce webinaire pour vous présenter également donc l'expertise conseil donc de l'équipe conseil et AMOA d'Apsis Cyborg. Donc cette équipe propose différentes prestations de services. De façon générale, donc nous proposons des missions de cadrage. Ces missions de cadrage ont pour but de vous aider à cadrer et à définir vos besoins dans le cadre d'un projet, par exemple l'implémentation d'un nouvel ERP ou d'une PDP également, pour ce qui nous concerne ici. Donc, ce cadrage se fait au travers d'analyse des enjeux et de vos problématiques. Des ateliers d'analyse sont menés sur les processus métiers actuels et la modélisation des processus cibles. Et nous vous accompagnons dans la définition de la liste des fonctionnalités attendues au regard de vos besoins et donc de votre projet.
Dans la continuité de ces missions de cadrage, très souvent, nous intervenons aussi sur l'aide au choix. Donc, nous vous accompagnons sur la sélection de la meilleure solution au regard de vos besoins spécifiques. Donc, nous accompagnons les clients sur la réalisation de l'appel d'offres, pardon. Donc, nous pouvons participer ou co-rédiger ou rédiger complètement un cahier des charges, par exemple, établir une grille de réponse dans laquelle les prestataires consultés pourront répondre et nous vous accompagnons jusqu'au choix de ce prestataire si besoin. Nous proposons également des missions de pilotage et de conduite du changement pour vous aider à l'aboutissement de votre projet et à son succès. Donc, nous assistons les clients sur le pilotage de la réalisation de l'ensemble du projet, l'accompagnement également au changement des utilisateurs. Nous anticipons les risques du projet, proposons également des actions de contingence afin de pallier ces risques et nous organisons et animons toutes les instances de pilotage, donc que ce soit les comités projets, les comités de pilotage, afin également d'aider les clients à faciliter les différents arbitrages à mettre en œuvre. Nous proposons également des missions d'optimisation, donc au travers de deux grands axes, donc les tierces maintenance applicative, donc pour vous aider à maintenir le système en conditions opérationnelles et à assurer l'évolutivité et la pérennité du système afin de nous assurer qu'il reste en adéquation avec vos besoins sur le long terme. Donc, tous ces aspects-là de tierce maintenance applicative, c'est vraiment en collaboration très étroite avec les équipes support selon le produit auquel vous avez contracté chez AppSci-Cyborg. Nous proposons également des missions afin de vous aider à améliorer les processus métiers mis en place, donc et à optimiser également la mise en œuvre des préconisations. Et enfin, donc ce qui nous concerne ici, l'accompagnement RFE. Donc pour vous aider à vous organiser dans votre transition vers la facturation électronique et vous faciliter la mise en place de cela. Donc nous engageons des missions d'accompagnement dans lesquelles nous rappelons les périmètres et les implications de la réforme aux différentes parties prenantes au sein des entreprises. Il faut savoir que souvent les équipes métiers ne sont pas directement concernées, même si elles le sont, elles peuvent l'être moins selon les équipes. Donc chaque personne doit être informée des impacts éventuels. Donc nous vous aidons à définir les enjeux en fonction du contexte de votre entreprise. Nous modélisons le système applicatif actuel versus la cible et également tout ce qui est workflow de validation, la définition des étapes à suivre également pour arriver à cette conformité attendue. Donc si nous faisons, pour faire un focus sur cet accompagnement RFE, nous avons 4 types de missions. Donc la mission express, donc cette mission express se déroule sur 3 à 5 jours maximum. Donc cette mission express a pour vocation d'identifier les grandes orientations de travail pour cette mise en conformité. Donc premièrement, nous analysons les enjeux et les problématiques, puis nous réalisons des ateliers d'analyse des échanges de flux avec 4 grands services, donc vente, achat, finance, SI et RH pour la partie note de frais. Donc ça peut être aussi intégré directement à la finance. Nous vous aidons à élaborer un macro-planning d'action pour vous permettre d'identifier les travaux à mettre en œuvre pour anticiper cette réforme et établissons une liste de recommandations. Sur la mission avancée, donc on pousse un petit peu plus la mission de cadrage, donc pour vous aider à mettre à plat donc vos process et à identifier le système cible pour être conforme. Donc la différence ici, c'est que nous réalisons également une cartographie de vos systèmes cibles, ainsi que les interfaces à avoir dans la cible et la modélisation des process. Et nous pouvons également proposer un lotissement de votre projet selon les impacts organisationnels en termes de processus et de changement d'outils éventuels que cela peut imposer dans votre contexte. Nous proposons également un type de mission qui est du sur-mesure. Donc, réaliser une mission sur mesure adaptée à vos besoins et à votre contexte. Donc, les livrables sont adaptés à vos besoins. C'est le cas souvent, par exemple, pour les missions à envergure internationale. Donc, j'imagine que tout le monde a un peu entendu parler de la directive VIDA. Donc, cette directive, c'est une directive européenne. Donc, un certain nombre d'entreprises
françaises qui ont des filiales à l'étranger sont aussi concernées finalement, un certain nombre de groupes sont concernés par cette obligation de facturation électronique également ailleurs en Europe. Donc c'est pour ça que le multi-pays est possible et prise en main d'actions. Donc par exemple, nous avons eu l'opportunité de réaliser un questionnaire standard sur la réforme de la facturation électronique dans différents pays en Europe pour un client afin d'avoir un questionnaire standardisé. Et enfin, donc l'aide au choix pour vous accompagner dans le choix de votre futur PDP. Donc par l'élaboration d'une stratégie d'appel d'offres, comme pour les autres missions d'aide au choix finalement, la rédaction d'un dossier incluant bien sûr la rédaction du cahier des charges dans lequel sera listées toutes les fonctionnalités et les services attendus de votre futur PDP. Ces services peuvent bien sûr pallier certaines fonctionnalités manquantes dans votre système d'information actuel. La gestion de l'appel d'offres et le suivi des réponses et la gestion des soutenances et aides au choix. Ici, vous trouverez le récapitulatif de nos livrables par type de mission RFE. Donc, selon la mission, s'il s'agit d'une mission express, avancée ou l'aide au choix. Concernant la mission sur mesure, il n'y a pas de liste de livrables prédéfinie puisque comme le type de mission le dit, c'est sur mesure. Donc, les livrables sont vraiment réalisés en fonction de vos besoins. En synthèse, Emmanuel va vous présenter la slide suivante. Merci Angélique. Donc effectivement, en synthèse, ce qui nous semble important de retenir, c'est qu'on est sur une réforme structurante. Donc c'est une obligation dès 2026 pour les entreprises. Et c'est important effectivement de commencer à travailler là-dessus dès à présent, parce que vous avez compris qu'il y a un impact très important sur les process qui sont les vôtres. Donc, la transformation des processus de facturation va impacter de nombreux acteurs dans votre entreprise. Tout ce qui tourne autour de la TVA va forcément avoir un impact important aussi sur vos différents services. Donc, c'est une réforme qui est structurante. C'est quand même l'occasion d'identifier et de mettre en avant un certain nombre d'opportunités pour les entreprises, puisque c'est la possibilité quand même de travailler et d'optimiser sur les flux financiers, de mettre en place des gains de productivité, de réduire les erreurs, de digitaliser les process, de moderniser le système d'information, de mettre en place des informations et des outils performantes, plus modernes peut-être que ce que vous avez. Alors, il y a des contraintes, il y a plusieurs défis. On est quand même dans le respect des obligations légales, donc il y a forcément certains éléments qui sont, un peu peut-être contraignants et impressionnants. Il y a aussi des sanctions qui ont été identifiées. On n'en parlera pas aujourd'hui, mais oui, ça reste une contrainte. Et puis, il faut adapter les systèmes existants. Et comme on va être dans des processus digitalisés, ça veut dire aussi qu'il y a un certain nombre d'actions que vous menez aujourd'hui, que nous menons tous aujourd'hui peut-être dans nos entreprises, qui ne pourront plus être menées de cette façon-là. Donc, il faut mettre en place l'accompagnement au changement dans les différentes sociétés. Il y a forcément un travail important à réaliser en amont du choix de ça ou de ces PDP. On en a parlé. C'est une obligation donc de choisir sa PDP. Donc il faut se poser la question des besoins qui seront les vôtres par rapport à cette ou ces PDP. Donc il faut que vous ayez une stratégie, une vision assez claire du coup de la façon dont vous souhaitez avancer là-dessus. Et puis vous pouvez aussi vous faire accompagner par des experts. Je pense que le mot d'ordre, c'est vraiment anticiper, et quelle que soit la taille de l'entreprise, parce que bien entendu au niveau du calendrier, on a dit que en fonction de la taille de l'entreprise, les échéances n'étaient pas les mêmes, mais même les entreprises dont l'échéance est plus lointaine, par exemple septembre 2027, peuvent être dans certains cas contraintes par les acteurs avec lesquels elles travaillent de devoir anticiper. Peut-être que vous allez avoir besoin de travailler ou de répondre à des cahiers des charges et on va vous dire vous devez rentrer dans ce contexte-là. Ça existe déjà aujourd'hui sur certains secteurs d'activité, donc ça peut être le cas aussi. Donc vraiment, le mot d'ordre, c'est anticiper et travailler sur le sujet dès à présent.
Voilà ce qu'on voulait vous dire sur ce sujet. J'espère qu'on vous a apporté des réponses aux interrogations que vous pouviez avoir. Et je vais passer la parole à Léa. Je vous remercie. Merci beaucoup, merci pour cette présentation. Donc, merci Angélique, merci Emmanuel pour cette présentation et merci à nos experts qui étaient présents pour répondre à toutes vos questions. Donc Victor, Eric, Philippe et Charles. Notre conférence web touche à sa fin. Merci beaucoup pour votre présence aujourd'hui. Et merci à tous donc de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver les sujets de nos prochaines conférences web directement sur notre site apsiscyborg.com, rubrique événements. Et pour vous tenir informé des actualités de vos solutions, vous pouvez nous suivre sur LinkedIn, la page Apsiscyborg. Merci à tous, bonne journée et à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir. Très bonne journée.